Eh bien, à nouveau, bienvenue sur le Salon Prime Vert, édition 2023. Donc, nous sommes à nouveau sur l'Open Plateau de Plume Studio. Et je suis donc là en compagnie de l'équipe d'Arthropologia, ainsi que Jérôme Suroka, réalisateur. Arthropologia est là pour nous parler d'une web série qu'ils sont en train de lancer. Mais avant d'en parler, on va présenter un petit peu nos invités. Donc, à ma droite, Hugues Mouret. Je te laisse un petit peu te présenter et Oui, présenter Anthropologia. bonjour, je suis naturaliste, je suis le directeur scientifique de l'association. Et l'association est donc une association naturaliste qui a maintenant 22 ans bientôt, qui est basée dans la région lyonnaise et qui intervient sur des animations, des conférences, des sorties, des ateliers, de l'expertise de terrain, des formations professionnelles, pas mal de lobbying aussi, et notamment sur les problématiques de pollinisateurs. Alors là, à l'échelle nationale, avec l'Office français de la biodiversité, qui est un des partenaires de financeurs de la web série dont on va parler ce soir. À ma gauche, Camille Proton. Camille Proton, moi je suis en charge de la mobilisation citoyenne chez Arthropologia, spécifiquement pour le grand public. Ici. Et donc Jérôme Suroka de Mediapro. Mediapro, donc société coopérative de production audiovisuelle qui se met au service de grandes causes quand c'est possible, et notamment celle d'Arthropologia, tout récemment avec la production de la web série. Alors justement, cette web série, donc, elle s'appelle La Pause Biodive, c'est ça? Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le démarrage, comment est venue l'idée Je commence. Ok, juste, ça a commencé depuis quelques années avec une première production dans un autre domaine, mais dans un domaine aussi qui touche à la transition écologique, sur l'hydraulique, sur l'eau, les usages de l'eau. Et puis, avec un couple d'acteurs connus, puisqu'il s'agit de Jacques Chambon et Franck Pittiot qui jouent dans la série Kaamelott. Et puis une rencontre avec Arthropologia qui a voulu donner une suite à cette aventure avec ces deux comédiens qui ont endossé un autre costume pour porter d'autres arguments en faveur de la transition écologique. Voilà, je ne rentre pas sur le domaine. Moi, mon domaine, c'est la réalisation des films. Mais après, le contenu, évidemment, le producteur du film, c'est Arthropologia. Moi, ils m'ont accepté, ils m'ont fait l'honneur de devenir leur partenaire pour la production de ce film. Et qui a écrit, on regardera un petit extrait tout à l'heure, mais qui a écrit, comment ça s'est passé Alors, c'est le travail classique de la production d'un film, hein. On commence par définir les grands contours de ce qu'on veut faire, hein, une idée de départ. Et ensuite, il y a la phase écriture. Alors, Hugues Mouret avait fourni tout un tas de données à la personne qui a écrit les films. Il s'agit de Jacques Chambon, hein, bien connu pour son rôle de Merlin dans Kaamelott, et qui a une patte d'écrivain aussi, qui écrit des pièces, qui joue au théâtre et qui crée, hein, qui est un créateur, et qui nous a fait une série de dialogues de 2 minutes à peu près sur 6 thèmes bien différents dans le domaine des insectes pollinisateurs. Et puis ensuite, il faut mettre en place le déroulement de la production, c'est-à-dire à la fois sur la partie création, le découpage, le storyboard, hein, savoir où on va trouver les décors, trouver les bonnes situations. Et vous le verrez dans l'extrait tout à l'heure, hein, le type de situation qui a été retenu. Et puis ensuite, il y a le tournage, le montage, les validations et les finitions, les dernières retouches qui peuvent prendre un certain temps, mais c'est normal, c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà. Mais ce qu'il faut souligner, c'est l'extrême fluidité dans laquelle tout ça s'est passé et la bonne entente entre toutes les parties, sans tension. Ça peut être très tendu à une production de film parce que chacun veut tirer au maximum, hein, dans le sens de sa compétence. Mais là, il y a eu vraiment une cohésion qui s'est mise en place, une cohérence. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière de réalisateur. Tous les deux, vous voulez ajouter quelque chose pour nous aussi, hein, vas-y Camille. Moi je confirme, d'abord ce qu'il faut souligner, c'est que tout le monde dans l'équipe au niveau réalisation s'est complètement
emparé du sujet, qui est quand même, on parle des pollinisateurs, c'est un sujet un petit peu pointu. Et je crois que Jacques Chambon, Franck Pitiot et toi, vous vous êtes vraiment intéressés au sujet et vraiment engagés pour le faire. Et donc c'est ça aussi je pense que ça transparaît aussi dans la série. Et nous, ce qu'on voulait faire vraiment avec cette série, on avait envie en fait d'aborder la thématique en soi, le déclin des pollinisateurs, c'est pas quelque chose de particulièrement gai. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir aborder cette thématique avec un public élargi par rapport à l'audience que Arthropologia peut avoir habituellement et de le faire avec un ton léger, sans prise de tête, humoristique, mais quand même en s'appuyant, ça s'appuie sur des bases scientifiques. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre des bons gestes, des choses exactes pour que les gens puissent passer à l'action chez eux au jardin. Et vous tordez un petit peu le cou à des idées reçues, à des choses qu'on croit être de bonnes idées, puis qui finalement ne sont pas tant que ça. Alors, peut-être sans trop faire attendre plus longtemps, on va peut-être regarder un petit extrait d'un des épisodes. Donc, on a les deux protagonistes qui parlent de la nidification des insectes, pollinisateurs ou pas que, peut-être, je sais pas. Donc, c'est un épisode qui parle des hôtels à insectes, qui sont assez connu aujourd'hui. Bon, ça y est, t'as bientôt fini. Je voudrais bien être rentré avant la nuit. J'ai pas envie de dormir à l'hôtel, moi. Au fait, à propos d'hôtel, tu sais ce que j'ai construit? Non? Un hôtel à insectes. Un hôtel à insectes? C'est un hôtel où il y a des puces de lit, c'est ça? Mais non, c'est un abri pour les insectes de mon jardin. Et qu'est-ce que tu y as mis dans ton hôtel? Il y a plein de choses. Des petites feuilles, des branches, des bouts de fruits, des épluchures. C'est le 4 étoiles des insectes. En fait, si je comprends bien, dans ton hôtel, tu y as mis tout ce qu'on doit pouvoir trouver naturellement dans ton jardin, c'est ça? Ah bah je sais pas, mais je peux te dire que là, ils pourront passer l'hiver peinard. Ou pas. Quoi? Ou pas. Parce qu'ils risquent de pas passer l'hiver, justement, les clients de ton hôtel. Et pourquoi? Parce qu'ils seront morts de maladies ou de parasites. En regroupant des espèces différentes dans un espace confiné, tu crées une promiscuité qui facilite les maladies. Ah merde. J'avais pas pensé à ça, moi. Je pensais que c'était une bonne idée. Bah, en fait, c'est une fausse bonne idée. Comment ils faisaient les insectes avant que tu leur construises ton hôtel? Bah je sais pas. Eh ben, ils se débrouillaient. Et si tu leur laisses de quoi faire un nid, ils vont le construire. Si tu laisses des petits tas de bois ou des petits tas de feuilles, ils vont nicher dedans. Ouais, en fait, ils ont pas du tout besoin d'un hôtel. Non. Ils ont besoin d'une mosaïque d'habitats qui correspondent exactement à leurs Oui, besoins respectifs. Mais comment je vais faire maintenant avec ça? Bon, alors, moi je suis comme tout le monde. J'avais aussi construit mon hôtel à insectes pour faire quelque chose de bien. Et donc là, on apprend que finalement, c'est pas tant que ça une bonne idée d'installer une En fait, c'est pas tant que c'est pas une bonne idée, c'est qu'en fait, on peut pas se contenter de faire des petits bricolages dans les jardins, sur les balcons ou sur les ronds-points, alors que la nature et la planète sont à feu et à sang. Et en l'occurrence, cet outil pédagogique tout à fait intéressant qui consiste à fabriquer des espaces de nidification tout à fait communs pour attirer des espèces tout à fait communes permet, une découverte des bestioles, très bien, quand on n'a pas l'habitude de les voir, la découverte de ces milieux, ces micro-habitats qui normalement existent dans l'environnement, c'est-à-dire des tas de bois, des tas de pierres, des trous, des bosses, des tas de paille, des tas de sable, tout ce qu'on va grouper dans une belle petite étagère avec un beau petit toit qui ressemble à nos maisons, en fait n'est ni plus ni moins que la représentation de ce qu'il devrait y avoir dans les espaces. Donc c'est un outil pédagogique, une ouverture, une fenêtre, un ambassadeur de ce qu'il faudrait avoir. Ou bien c'est aussi, et là c'est tout à fait intéressant, dans les modalités de gestion qui sont mises en place dans des parcs ou des jardins ou des espaces verts dans lesquels on laisse une place à la nature, d'avoir cet outil pour dire aux gens, il y a des tas de bois, des tas de pierres, des tas de sable, etc. Parce que ce sont les espaces de nidification, de refuge, d'hivernage d'un certain nombre d'espèces. Voilà. Maintenant, sur les hôtels en eux-mêmes, comme ils sont conçus, souvent c'est pas du tout ni la bonne taille, ni la bonne forme, ni la bonne profondeur, ni le bon diamètre. Donc souvent ça sert simplement à rien. Voilà. Et sinon, l'autre souci, c'est que naturellement, c'est des tas de bois, des branches cassées, de la paille, etc. Tout ça, c'est disséminé dans l'environnement. Si on le regroupe et qu'on le regroupe de façon abusive, intensive, eh bien, évidemment, on crée des modalités qui n'existent pas dans la nature, notamment ce qu'explique Jacques dans l'épisode, des promiscuités
donc des proximités qui vont faciliter la transmission de parasites, de maladies, de prédateurs, etc. Et donc on modifie les conditions naturelles pour faire nicher les espèces les plus communes, c'est-à-dire c'est comme si pour les oiseaux vous mettiez des nichoirs à merles et à pie, c'est bien, mais c'est pas les espèces qui en ont le plus besoin, donc on fait nicher des espèces communes. 2, on favorise la transmission des parasites et des maladies sur ces espèces-là. Et 3, on se contente de regarder par le trou d'une serrure, parce qu'en fait il s'agit de quelques espèces d'abeilles. Et si on parle de pollinisateurs, là je vous invite à voir les autres épisodes de la web-série où c'est abordé, c'est que quand on dit pollinisateur, on parle de près d'1 millier d'espèces d'abeilles en France. Mais il y a 8000 autres hyménoptères, c'est-à-dire des guêpes, des tentraides, d'autres cousins des abeilles. Il y a 5700 papillons en France, dont 95% de papillons de nuit. Il y a 9200 mouches en France. Et il y a des milliers de coléoptères qui vont dans les fleurs. Et les pollinisateurs, c'est ça. Et donc vous comprenez bien qu'en mettant quelques baguettes et quelques pommes de pin dans une espèce de pseudo-boîte, alors que la nature est à feu et à sang, ça n'a pas de sens. Et c'est une démesure totale et un mépris complet pour tout ce qui nous entoure. Voilà. On se rend compte vraiment de ce que tu expliques là par rapport à la mosaïque d'habitat. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Là, c'est une planche pédagogique pour expliquer la nidification des abeilles. Encore une fois, des abeilles, 1 millier d'espèces en France. On est loin des 20 000 espèces de pollinisateurs qui existent. Et du bois mort, ça permet aux abeilles charpentières de nicher. Des sols sablonneux ou argileux, ça permet à des espèces de nicher dans le sol, puisque 70% des abeilles vont nicher dans le sol. Les mégachilles, qui sont les abeilles coupeuses de feuilles, vont découper des feuilles dans des végétaux différents pour fabriquer des petits cigares dans lesquels elles vont déposer un pain d'abeille, du nectar et du pollen et pondre un œuf. Les abeilles cotonnières vont aller récolter des poils sur les plantes tomenteuses, comme des plantes poilues, pour fabriquer des petits nids en poils à l'abri de la pluie. Les abeilles hélicicoles vont aller nicher dans les coquilles d'escargots vides. Les abeilles résinières vont aller récolter de la résine sur les conifères pour les fixer sur des parois rocheuses ou sur des troncs d'arbres pour permettre d'avoir fabriquer des nids pour leur descendance. Et les bourdons vont avoir par exemple besoin de nids de rongeurs ou de cavités dans les arbres pour aller y installer leur progéniture. Voilà, et c'est toute cette diversité en fait. Pour répondre à ça, il n'y a pas d'autre solution. L'hôtel à abeilles est encore une fois une fenêtre sur la réalité, et il n'y a pas d'autre solution que de laisser de la place, de la diversité et des espaces dans lesquels on ne va pas mettre les mains, parce qu'en fait ces choses existent naturellement. Les branches, les pierres existent au sol, pas quand on les a nettoyées, quoi. Donc arrêtons de faire propre. La meilleure chose à faire, c'est souvent d'arrêter de faire tout ce qu'on y fait, quoi. Et est-ce que d'un point de vue pédagogique, ça n'a pas un autre intérêt? Parce que ça c'est la vision naturaliste, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le monde des pollinisateurs et des abeilles, de pouvoir justement rencontrer ce monde-là et après peut-être mieux le préserver. Quand tu mets une webcam dans un nichoir, les gens voient des œufs pondus, des oisillons naître, être nourris, etc. Voilà, ça c'est extraordinaire si tu l'as jamais vu et si tu n'as pas idée de ce que ça peut être. De la même manière, ces nichoirs permettent de voir des espèces communes, mais tu les vois au printemps ramener le ventre, parce que c'est des mégachilidés, peu importe, des osmies qui stockent le pollen sous le ventre. Et tu les peur des gros mots, tu peux dire. Bon, c'est des osmies et ça fait partie d'une famille qui récolte le pollen sous son ventre. Et tu les vois revenir avec le ventre tout jaune de pollen, et donc tu vois ce balai. Donc c'est tout à fait intéressant d'un point de vue pédagogique. Pour peu que tu mets des petits tubes en verre, il faut qu'ils soient ouverts des deux côtés, et tu peux même voir les œufs grandir. Si tu as un peu de chance, tu peux même voir la femelle pondre l'œuf. Donc d'un point de vue pédagogique, c'est fabuleux. Sauf que la pédagogie et l'écologie, et particulièrement l'écologie à grande échelle, et particulièrement dans un cas d'urgence planétaire comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais tout à fait, pour la pédagogie, c'est un outil fabuleux. Vous voulez ajouter par rapport à ça, l'idée aussi la pédagogie par rapport au grand public, parce qu'on a tendance à se dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Alors si justement le grand public peut faire quelque chose, en France il y a 17 millions de jardiniers, donc en fait les gens pensent souvent que ce qu'ils vont faire dans leur jardin c'est une goutte d'eau, ça ne servira pas à changer les choses, mais si, bien au contraire. Donc 17 millions de jardiniers, ça représente, je sais plus, ça représente 4 fois la surface des réserves naturelles en France, donc c'est énorme. Et donc pour agir au jardin, Arthropologia, on a créé un guide, donc le guide pollinisation, qui permet justement à tout un chacun d'évaluer son jardin. Et donc ça fonctionne comme un test, comme dans un magazine. Et en répondant à une trentaine de questions, donc ça prend environ une demi-heure,
on peut se rendre compte de ce qui est utile ou non pour les pollinisateurs dans notre jardin, et voir, évaluer si notre jardin est favorable ou non aux pollinisateurs. Et surtout, le plus important, à la fin, on obtient aussi des conseils assez simples d'aménagement et d'évolution, soit dans le mode de gestion ou dans l'aménagement de son jardin, pour pouvoir mieux accueillir les pollinisateurs au jardin et laisser sa place à la nature. Alors, moi, pour ce qui est de la pédagogie, évidemment, c'est pas sur le terrain d'Arthropologia que j'ai joué, c'est sur le terrain du ressort narratif où, effectivement, Hugues l'a dit tout à l'heure, c'était de partir, et Camille aussi, c'était de partir d'un certain nombre d'idées préconçues et de les retourner pour montrer que finalement, ce qu'on croit être vrai l'est pas toujours. Et franchement, avec nos deux comédiens, Franck et Jacques, qui sont rompus évidemment à ce genre d'exercice, ça a été un vrai bonheur parce qu'ils sont tout de suite rentrés dans ce jeu-là. Un comédien, ça recherche les faits par rapport à ce qu'on veut faire comprendre aux spectateurs. Et ils l'ont parfaitement compris. Et bon, évidemment, c'est pas des débutants. Hein. En regardant l'extrait ou en regardant la web-série, vous les reconnaîtrez évidemment. Mais ça a été vraiment l'enjeu avec eux de leur faire jouer un personnage d'un côté et un autre personnage de l'autre qui se renvoie la balle avec un jeu de questions, réponses, idées reçues, contredites, jusqu'au mot final au bout de 2 minutes, avec la touche d'humour évidemment de l'écriture de Jacques Chambon. Qu'on reconnaît bien. On a vu la série Kaamelott. Voilà. Alors moi je veux bien appuyer là-dessus parce que je passe quand même depuis plus de 20 ans une bonne partie de mon temps à expliquer ces choses qui sont extrêmement complexes à plein de publics différents. Et en fait, quand je vois le temps qu'il me faut pour démontrer, argumenter tous ces points-là et avec quelle efficacité, en 1 minute 30 ou 2 minutes, il arrive à placer toutes ces idées comme ça et à les enquiller et de façon cohérente, de façon fluide, moi je suis épaté quoi. Et des fois je dis je vais arrêter de faire la danse du ventre pendant des heures avec tant d'arguments quoi, tant de chiffres et tant d'anecdotes. En fait c'est efficace et c'est ce qu'on recherchait, cette entrée grand public avec des gens qui vont pouvoir venir voir ces thématiques alors que c'est pas la nature et c'est pas l'action pour la biodiversité ou le vivant ou la planète qui les intéresse, mais c'est de venir voir ce qu'ils racontent et ils vont entendre peut-être un message qu'ils n'ont pas entendu ailleurs. Et donc c'est ça l'objet. Et donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de le dire parce que ça a tourné, mais la rencontre avec Mediapro était juste fabuleuse quoi. On a eu nous un paquet complet. Il est arrivé, il a tout organisé, le Mediapro, c'est-à-dire les acteurs, l'équipe de tournage, les caméramans, etc. Voilà, nous c'était juste un bonheur. On a profité de ça et découvert un nouveau métier. Et je pense que on est on est en train de rechercher l'option pour faire la deuxième saison. Là. Oui, c'est ce que j'allais demander, parce que là on approche de la fin de notre émission, mais on a envie de savoir quand même. On l'a peut-être les gens ne l'ont encore pas vu du tout la première saison de cette web-série, mais est-ce que vous envisagez déjà une deuxième? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est déjà un peu dans les tuyaux? Du côté de l'équipe de tournage, on va dire que c'est déjà... Ça a déjà été discuté et je pense que si la qualité de l'accueil de l'Arthropologia est au même niveau que pour la première saison, on y retourne avec grand plaisir. Nous, on aimerait beaucoup. Et juste pour finir, du coup, où est-ce qu'on peut la voir alors cette web-série? On l'a pas encore dit. Alors donc c'est une web-série visible sur Internet. Il suffit de taper dans n'importe quel moteur de recherche la pause Biodiv et vous la trouvez. Je sais pas, on a peut-être On peut peut-être filmer juste Il faut souligner l'énorme travail qui a été fait pour effectivement faire un film, c'est une chose, mais après il faut qu'il soit vu et aujourd'hui c'est un énorme travail à faire a posteriori pour effectivement démultiplier cette possibilité de voir la série. Et là aussi, Arthropologia, c'était un sacré boulot. Merci tous les trois, merci Jérôme et merci à Arthropo. Oui,
Oui, Parce qu'en fait, nous, on aime bien continuer les choses. Donc, au-delà de la deuxième saison, il y a aussi, on lance un MOOC sur les pollinisateurs, donc un cours en ligne qui prendra à peu près 1 heure et demie par semaine maximum. Vous gérez ça comme vous voulez, et qui permet d'aller plus loin sur le monde des pollinisateurs, l'évolution, l'origine, la diversité et les mesures qu'on peut prendre chacun dans son jardin. Voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ça débute le 20 mars. Et c'est disponible facilement, notamment MOOC pollinisateur sur n'importe quel moteur de recherche. Vous le trouverez, ça nous permettra de vous accueillir et de vous faire, de vous participer à cette grande dynamique nécessaire à modifier les milieux, quoi. Merci beaucoup. Donc, voilà. Oui. Pardon. Si je peux juste Oui. une seconde remercier la métropole de Lyon et l'Office français de la biodiversité qui ont rendu possible en fait cette réalisation. Voilà, donc allez voir. Je sais pas où il faut que je parle, mais allez voir donc cette web série, allez voir le MOOC. Voilà. Et je vous remercie encore une dernière fois d'avoir participé. Merci. Merci. Et puis, à Merci. bientôt.